Il dit vouloir reprendre et renouer le dialogue. Manuel Valls est en Guyane depuis samedi, près de 6 mois après sa nomination au ministère des Outre-mer. Sans tabou, dit-il, et ouvert sur tous les sujets, de l'exploration pétrolière au monopole de la Sahara, en passant par la lutte contre la vie chère, le désenclavement ou l'évolution statutaire. Des sujets au cœur du débat public ici en Guyane, car à l'origine de nombreuses difficultés que toutes et tous subissent au quotidien. Le ticket de caisse à 100 € à l'épicerie du coin pour pas grand-chose dans son panier, les temps de transport inouïs pour les habitants de l'intérieur comme du littoral, ou même les billets d'avion Cayenne-Paris qui coûtent parfois un SMIC. Ne l'oublions pas, derrière les grands mots de désenclavement, réforme constitutionnelle ou même contrôle des prix, c'est bel et bien la vie quotidienne de chaque habitant qui est impactée. Alors, nouvelle relation avec les Outre-mer, c'est très bien. Sortir d'une vision paternaliste de Paris pour les territoires non hexagonaux, personne ne s'y opposera. Mais concrètement, quelle action politique, quel changement et quel projet? Pour en parler, Manuel Valls est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Manuel Valls. J'aimerais déjà commencer par une citation d'un économiste réunionnais. Vous le connaissez peut-être, il s'appelle Jean-François Hoareau, qui dit: pour lutter efficacement contre les inégalités en Outre-mer, il faut en priorité s'attaquer à l'héritage institutionnel du colonialisme. Je vous lance là-dessus, Manuel Valls, parce que je vous ai bien écouté depuis ces derniers mois. Vous parlez vous-même de démétropolisation. Concrètement, cette formule, elle implique quoi de différent par rapport à l'action de vos prédécesseurs finalement? Je constate, et chacun peut faire la même analyse, une rupture de confiance, une situation très dégradée d'une manière générale entre l'État, l'Hexagone, la France et les territoires ultramarins, avec un sentiment d'inachevé, souvent, sur toute une série de dossiers, d'ailleurs vous les avez cités, pour ce qui concerne la Guyane, et d'aggravation de la situation, notamment pour ce qui concerne les inégalités. Sans doute d'ailleurs que la période de la Covid, de la pandémie, a été un basculement. Et ça ne veut pas dire que l'État n'agit pas. Je rappelle toujours ces chiffres, c'est 7 milliards de dépenses fiscales et 22 milliards de dépenses budgétaires tous les ans. Je parle de tous les territoires ultramarins, et on agit parce qu'il y a des crises à La Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie. Il y a les problèmes de foncier, d'école et bien sûr de sécurité sur lesquels l'État intervient. Mais je pense qu'il faut repenser les rapports entre l'Hexagone, la France et les Outre-mer. Nous avons décolonisé et il faut désormais démétropoliser les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire que nous sommes passés d'une forme de domination et parfois au paternalisme, à l'infantilisation de ces territoires. Et c'est vrai que, notamment dans le domaine économique, c'est pour ça que je veux m'attaquer à la vie chère, on voit encore évidemment les traces, les blessures de ce qu'a été au fond une économie de rente, une économie de comptoir qui étouffe ces économies et qui étouffe les populations. Mais vous avez raison, tout cela ce sont des mots. Mais si nous ne repensons pas cette relation, si nous n'agissons pas concrètement, notamment dans la lutte contre la vie chère, si nous n'entendons pas l'envie, la demande, notamment des élus, mais aussi des sociétés ultramarines, de prendre davantage en main leur destin, alors ces territoires, évidemment, continueront à subir, malgré le potentiel, et c'est le cas en Guyane, une forme de dégradation qui me paraît à terme dangereuse dans la relation entre la France et la Guyane, par exemple. Mais du coup, c'est une vraie question, Manuel Valls, pour comprendre finalement ce que vous avez envie de faire. Si, comme vous le dites, l'État est au rendez-vous, c'est quoi votre analyse de la situation actuelle, où vous serez quand même d'accord avec moi pour dire que le chômage, la pauvreté, la dépendance aux importations européennes ou au transfert d'argent public, à chaque fois qu'on regarde n'importe quel classement, la Guyane est quasiment à chaque fois en bas de ces classements. C'est bien qu'il y a des raisons structurelles qui sont à l'œuvre derrière cette situation-là. Bien sûr, c'est pour cela que jamais un ministre des Outre-mer, je ne suis pas là pour uniquement saluer mes propres propos, ça n'aurait pas de sens parce que ce que les gens attendent, ce sont des actes. J'ai décidé de m'attaquer au dossier de la vie chère. Moi, j'avais plusieurs urgences. Reconstruire Mayotte. Et nous sommes là en train de discuter d'un projet de loi qui engage 4 milliards d'euros pour la reconstruction de Mayotte, qui subissait déjà beaucoup d'inégalités. Je me suis beaucoup engagé et j'ai encore bon espoir que nous trouvons un accord politique pour restaurer la paix civile en Nouvelle-Calédonie, détruite aussi il y a un an par des émeutes. Et puis il y a le dossier de la vie chère, avec des différences, des nuances, mais qui est commun à tous ces territoires ultramarins, vous venez de le dire très bien. Donc je présente un texte de loi au mois de juillet en Conseil des ministres, qui sera discuté cet automne au Parlement, qui sera précédé d'une circulaire au préfet, de plusieurs décrets, et qui vise au fond, à mettre en place davantage de transparence, de contrôle, à dynamiser davantage les économies de ces territoires, et en m'inspirant en plus des textes de loi
qui ont été adoptés par le Sénat ou l'Assemblée nationale, Lurel, Bellet, Bélim, pour lutter contre la vie chère. Je vous prends un exemple. Il y a un texte de loi qui vient d'être adopté définitivement de la sénatrice de La Réunion, Audrey Bélim, et qui consiste à faire baisser les coûts de construction en facilitant davantage, au fond, la coopération avec les marchés régionaux. Eh bien, nous sommes en train de travailler de la même manière, en essayant de convaincre, et je pense que nous allons y arriver, la Commission européenne pour opérer, pour ce qui concerne les produits alimentaires, les mêmes dispositifs que nous avons mis pour les produits de construction. Vous l'avez, et je me permets de vous couper parce que vous avez raison de le dire, la lutte contre la vie chère, évidemment, c'est un des gros dossiers qui est sur la table, oui, on va dire, depuis votre arrivée. Sur évidemment. Ce sentiment d'inégalité et de différence avec la métropole. Et vous l'avez donc rappelé encore avant-hier devant les élus, un plan de bataille complet, je vous cite, qui s'attaquera méthodiquement à tous les facteurs qui expliquent la cherté de la vie, donc avec un projet de loi qui est en préparation, une circulaire au préfet et plusieurs décrets. L'idée, je résume, c'est de renforcer la transparence, la concurrence, le BQP, soutenir aussi le BQP, le bouclier qualité-prix, et soutenir aussi la production locale. On va essayer de parler concrètement, Manuel Valls, les écarts de prix pour les produits alimentaires aujourd'hui entre la Guyane et l'Hexagone, c'est à peu près 40%. Comme partout ailleurs. Comme partout ailleurs. Avec toutes ces mesures, vous visez quelle réduction à peu près? Ah ben il faut. C'est difficile à rentrer parce que dans le détail, parce que ça dépend des produits, mais il faut aller évidemment 10, 20, 30%, la moitié. C'est-à-dire, on l'a vu en Martinique avec le protocole vie chère qui a été adopté, avec la baisse de l'octroi de mer par la collectivité, de la TVA par l'État. On arrive à des baisses parfois de 10, 12%. On voit que c'est pas suffisant. L'objectif initial, c'était entre 5 et 25% voilà, selon les circuits. Alors selon les circuits, selon les produits, donc il faut aller incontestablement plus loin. Et donc plus de concurrence, plus de transparence, plus d'exigences concernant le BQP, les OPMR par exemple. Mais derrière cela, il ne faut pas l'oublier, il faut aussi de la transformation économique. Parce que si on n'arrive pas à viser l'autonomie alimentaire, ce qui est le cas par exemple à La Réunion, mais ça n'est pas le cas aux Antilles ou en Guyane. Les produits, évidemment, quand on importe 80% des produits alimentaires, on voit qu'évidemment, et les Guyanais le voient tous les jours, ça coûte beaucoup plus cher. Le transfert par exemple du foncier agricole, ce que j'ai signé avec la SAFER il y a quelques jours, de 20 000 hectares aux agriculteurs, c'est aussi une manière, pas que c'est magique, on va régler le problème en quelques jours, de pouvoir produire davantage sur place. Et puis, prenons la Guyane, parce que ce territoire est différent évidemment des Antilles. Vous êtes au cœur de l'Amérique du Sud, et donc la Guyane doit s'ouvrir davantage au marché en adoptant les normes. Donc ça veut dire qu'il faut faire évoluer, je le disais il y a un instant, pour la construction ou les produits alimentaires, il faut faire évoluer les normes. C'est vrai aussi sur l'exploitation de la forêt, même si il faut évidemment la préserver, mais je pense notamment j'étais hier sur place, à toute la filière du bois. Donc on voit bien qu'il faut prendre stratégie globale, c'est bien ça. Une stratégie globale, c'est ce que d'ailleurs propose la collectivité territoriale de Guyane, les parlementaires, tous les élus, les maires que j'ai rencontrés, le monde économique avec qui je dînais hier soir. Il faut en effet une stratégie globale. Ça va se faire en quelques jours, en quelques heures? Non, bien évidemment. Mais c'est cette stratégie globale, parce que sans cette stratégie globale, compris la loi qui est très ambitieuse que je porterai, serait insuffisante. Mais justement, Manuel Valls, sur l'ambition de la loi, je ne sais pas si vous connaissez Christophe Girardier. Il a écrit plusieurs rapports sur la vie chère en Outre-mer. D'après lui, pour vraiment lutter contre le phénomène et mettre fin à ce qu'il appelle, et à ce que tout le monde appelle les économies de comptoir, il faut fixer des parts de marché maximum pour ne pas se retrouver avec un énorme groupe qui possède tout, encadrer les marges arrière et s'attaquer à la structure conglomérale des groupes. Je sais bien que le sujet, il est tentaculaire et clairement on va pas le résoudre ce matin en 10 minutes, mais sur tous ces aspects-là, Manuel Valls, est-ce qu'on peut s'attendre à des mesures précises et ambitieuses de votre part? Oui, par exemple, oui. Alors c'est en effet des sujets compliqués. Moi, j'ai peur de rien, j'ai peur de personne. J'étais le premier à dire clairement et à désigner des grands groupes, et notamment, ça fait pas toujours plaisir à ceux qui entendent ça, mais j'essaye d'avancer. Ce que je veux, en même temps, c'est respecter la concurrence. Nous vivons dans une économie ouverte et on ne peut pas mettre en place une économie administrée. Et puis il y aura le débat au Parlement, et je compte beaucoup sur les députés et les sénateurs pour aller plus loin. Mais c'est vrai pour les marges arrière, c'est vrai en définissant un certain nombre de pourcentages, 25% autour de tout ce qui concerne par exemple la grande distribution. J'ignore pas que en effet ce sont parfois des grands groupes qui sont présents sur tous les secteurs d'un marché. C'est bien pour ça qu'on parle de structure conglomérale précisément. Exactement. Ouais. Bon, donc du coup il faut de la transparence, une exigence, et c'est dans la loi pour présenter
ses chiffres, sa comptabilité, et que ce soit pas la justice qui soit obligée de le demander. C'était le cas il y a quelques mois à la Martinique pour le groupe de Monsieur Alliot. Donc nous avons là, de Monsieur Ayotte, pardon. Donc là, nous avons des outils qui permettront d'aller plus loin dans ce contrôle et qui seront intégrés dans ce projet de loi que vous êtes en train de préparer. Ils sont dans la loi. Oui. Ils sont dans la loi et encore une fois, qui a fait l'objet d'une très grande concertation avec les parlementaires, avec les forces économiques et sociales, et nous allons continuer à le faire pendant la discussion parlementaire cet automne. Un mot quand même aussi sur le BQP, le bouclier qualité-prix. Vous souhaitez l'élargir aux services, plus seulement aux produits de première nécessité. Manuel Valls, le BQP, il existe depuis 2012 et il se fait quand même à la base avec la volonté des distributeurs. Ce sont les enseignes dans les magasins qui vont décider de mettre telle ou telle marque moins chère. Et on sait bien très souvent, ce ne sont pas les meilleures marques. Est-ce que vous avez l'intention de changer ça, justement, de mettre en place un vrai rapport de force avec les distributeurs ? Oui, avec, par exemple, il y aura un OPMR avec un président dédié sur la Guyane et pas uniquement sur les Antilles. Sur ces instruments qui existent, BQP, OPMR, il faut que les associations de consommateurs, et c'est prévu dans la loi ou dans les décrets qui seront à ma signature cet été, les associations de consommateurs soient évidemment beaucoup plus présentes. Elles agissent d'ailleurs en Guyane. Elles font un travail sur le terrain. Oui. Donc là, il faut en effet que dans le rapport de force sur le terrain, les citoyens soient évidemment en capacité de faire passer leur exigence. Mais pas d'obligation légale de dire, voilà, on va limiter la part de marché à 25% par exemple pour tel acteur. Dans certains secteurs, notamment pour ce qui concerne la grande distribution, oui, il y aura un certain nombre de plafonds qui seront mis. Alors après, il faut faire attention, il faut que ça soit constitutionnel, il faut que ça ne nuise pas à la concurrence. Mais moi, je veux aller le plus loin possible pour que il y ait beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de flexibilité dans cette concurrence. Non, parce que face à la hausse des prix, le BQP, là pour l'instant, il est clairement insuffisant. Manuel Valls, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de l'OPMR des Antilles-Guyane. Le but du BQP n'était pas de lutter contre la hausse des prix. Qu'est-ce qui va changer à ce niveau-là concrètement ? Mais le but du BQP, c'est la transparence. Et donc, il ne faut jamais l'oublier. Le but des OPMR, c'est le suivi de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il y aura un président consacré à la Guyane, parce qu'il faut être au plus près du terrain. Je reprends de mémoire ce qu'a dit le député Castor avant-hier à la CTG. En Guyane, il faut tout le temps se battre pour obtenir des choses. Je prends l'exemple de l'hôpital. Vous avez assisté à la création du CHU lundi. Ça fait des années qu'il y avait cette demande. Pareil pour le commissariat de Cayenne. Je crois que la demande, elle remonte aux années 80. Est-ce que sortir du paternalisme, comme vous disiez tout à l'heure, Manuel Valls, ça passe aussi par respecter les demandes qu'il y a et ne pas mettre une éternité avant que les dossiers finalement aboutissent ? C'est long en Guyane, c'est long un peu partout si on est... 40 ans pour un commissariat. Mais ça va arriver aussi. Je sais bien, mais moi j'essaie d'être comptable de ce qui est engagé. Bien sûr. Et c'est vrai que un hôtel de police à Cayenne, une cité judiciaire, la cité administrative, tout cela dans les mois et dans les 2-3 ans qui viennent. Hier, j'ai inauguré la cité scolaire de Saint-Georges. De Saint-Georges de l'Ayapoc. Alors, elle a ouvert il y a quand même quelques mois déjà, fort heureusement, mais c'est un collège, un lycée, une SECPA, un internat qui accueille plus de 1000 élèves et qui est un outil formidable pour le développement de ces territoires, notamment dans la relation avec oui, non, mais évidemment, il y a des choses qui sont faites. Ma question, c'était vraiment sur le temps des projets qui mettent du temps. Et oui, mais c'est parce qu'il y a des problèmes de normes, il y a des problèmes de construction. Mais je suis en train aussi de remarquer, notamment en parcourant le territoire, en discutant avec les maires, les 150 millions mis en œuvre depuis 2017, depuis les accords de Guyane pour la construction des écoles, des établissements scolaires, pour les communes. Tout ça se met en place. Il y a plein de projets. Il y a des écoles qui ont été inaugurées, d'autres qui vont l'être. Et c'est à peu près entre 10 et 15 millions tous les ans. Et on a décidé de prolonger, d'aller sans doute encore plus loin, tant les besoins grâce à la force de la démographie en Guyane, nécessite plus de construction d'écoles. Vous avez raison, il y a les normes européennes, il y a les temps de construction, il y a aussi la question quand même de la cohérence de l'État. On parlait du CHU tout à l'heure, excusez-moi, il a quand même fallu une manifestation devant la préfecture en pleine période du Covid pour forcer, entre guillemets, la main à l'État pour dire oui au CHU.
sur la façon de faire, vous n'avez pas l'impression quand même que il y a des choses qui sont un peu bloquantes? Oui, il faut pas être totalement injuste, même, mais c'est comme ça, c'est les rapports de force, c'est le mouvement dans la société, c'est le rôle des élus, c'est le rôle du mouvement social. Mais si je dis moi-même qu'il y a un sentiment d'inégalité, d'absence de considération, d'une forme de rupture, c'est que je peux aller que dans votre sens, même si encore une fois, les représentants de l'État, les administrations ici sont particulièrement mobilisés. En même temps, voilà, on va avoir ce CHU sur ce territoire, c'est un acte majeur, c'est le plus jeune CHU de France. Et c'est pas du luxe. Et c'est pas du luxe. C'est important de le dire. Et c'est un atout pour la Guyane et pour la France en matière d'innovation, de recherche, de formation des médecins. Mais il faut des médecins, il faut des aides-soignants, il faut des infirmiers, il faut aussi une stratégie sur l'ensemble du territoire à travers les 3 sites de Cayenne, celui de Kourou qui devra être évidemment rénové, celui de Saint-Laurent du Maroni, avec une vision territoriale et une offre de soins évidemment sur tout le territoire à travers les hôpitaux de proximité et les centres de soins. Mais c'est aussi un atout pour la jeunesse. Il faut donc, et je l'ai dit au président de l'université comme au patron du CHU, eh bien il faut là pouvoir former des jeunes Guyanais dans toutes les filières de la médecine. Et puis c'est un lieu de recherche pour faire rayonner la Guyane. Je pense à l'Institut de santé des populations de l'Amazonie, au rôle de l'INSERM, aux coopérations avec l'INSERM et l'Institut Pasteur. C'est un centre d'investigation clinique très important pour les mois qui viennent, et des coopérations avec les pays de la région sur ce sujet-là. Donc c'est un atout. Ça arrive tard, sans aucun doute. Il y a encore beaucoup de travaux et d'investissements à faire à l'hôpital, je vous le confirme. Mais voilà, les choses aussi avancent, mais il ne faut pas ralentir le rythme tant les besoins et les attentes sont forts. On passe à l'évolution statutaire. Manuel Valls, vous avez annoncé qu'il y aurait 2 réunions le mois prochain, donc en juillet à Paris, une avec vous au ministère pour reprendre les négociations, une autre à l'Élysée avec Emmanuel Macron sur le fond du projet. Manuel Valls, le partage des compétences, l'exploitation des ressources, les lois pays, le transfert du foncier, est-ce qu'il y a pour l'instant de votre côté certains points bloquants? Non, je pense qu'on peut avancer sur tous ces dossiers. C'est pour ça qu'il y aura une première réunion entre les élus, notamment la collectivité territoriale de Guyane, sur l'exécutif et au ministère des Outre-mer, avec mes équipes et moi-même, pour avancer sur tous ces dossiers. Là, on peut débloquer sans passer forcément par la loi et encore moins par une révision de la Constitution, et dans ce qui existe déjà, c'est-à-dire l'article 73 de la Constitution. Est-ce qu'on peut aller plus loin en termes d'évolution institutionnelle pour rendre l'exercice, parce qu'au fond c'est ça le but, le plus efficace au service de l'intérêt général et des populations, avec l'idée, c'est ce que dit le président Serville, c'est-à-dire d'une co-construction. Oui, je pense que c'est possible. Donc avec le président de la République, nous allons évaluer ensemble avec les élus qui sont déterminés, qui sont d'accord sur les grandes perspectives, comment nous pouvons avancer en termes de calendrier et d'agenda. Mais vous, en tant que ministre Manuel Valls, ce projet, cette volonté des élus guyanais et de la population, au-delà de l'accepter, de dire qu'il n'y a pas de tabou, je reprends vos mots, est-ce que vous la soutenez vraiment en disant, bah oui, clairement c'est le sens de l'histoire finalement? Ah bon, je pense que ça fait partie du sens de l'histoire, de ce que demandent les élus. Moi, quand je dis c'est pas une formule, j'ai aucun tabou, c'est parce que à partir du moment où les élus guyanais demandent l'exercice de ces pouvoirs, eh bien, il faut qu'ensemble on examine. Mais pour ça, il faut de la méthode, il faut un agenda, il faut que derrière il y ait les outils économiques, les outils fiscaux, c'est-à-dire la possibilité d'avoir davantage de ressources. Il faut qu'on examine pourquoi, par exemple, sur les fonds FEADER, la CTG rencontre encore des difficultés. Et vous avez donc il faut de l'ingénierie derrière. C'est-à-dire, le seul message que j'ai fait passer en termes de méthode et de prudence, c'est attention aux mots magiques. Oui. Ne faisons pas croire aux Guyanais qu'à travers le mot autonomie, on réglerait toute une série de... Évidemment, et personne ne dit le contraire. Mais en tout cas, Manuel Valls, c'est ce que je comprends ce matin, Manuel Valls, militant de l'autonomie guyanaise. Ah oui, je suis militant pour que les élus, puisque j'ai été maire pendant des années, puissent exercer pleinement des responsabilités et qu'on leur fasse confiance. À des milliers de kilomètres de Paris, dans un environnement qui est celui de l'Amazonie et de l'Amérique du Sud, avec la volonté de créer aussi un meilleur équilibre territorial entre l'Est, le centre et l'Ouest du territoire, en intégrant aussi, il ne faut jamais l'oublier, les droits et les identités des peuples autochtones, les Amérindiens, les Bushiningués, en faisant en sorte que les citoyens soient pleinement associés, qu'ils aient le sentiment que ces projets
j'y reviens, leur soit utile pour leur vie quotidienne, on peut avancer ensemble. Après, je me méfie des mots parce que ils ont des connotations politiques. Mais bien sûr, à partir du moment où on est si on est d'accord sur les objectifs, il faudra après trouver les voies de passage, s'il faut des réformes constitutionnelles au Parlement. On a votre position, Manuel Valls, celle d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous savez s'il y a eu un changement de sa part, on va dire, depuis sa venue en Guyane l'an dernier sur cette question-là? Je rappelle qu'il avait dit que l'article 73 donnait déjà la possibilité d'adapter la règle, alors que les élus l'an dernier attendaient une prise de position forte de sa part. Est-ce que vous savez s'il est aujourd'hui favorable, Manuel Valls, à cette demande d'autonomie et donc à une réforme constitutionnelle? Oui, mais là, le président de la République avait raison de dire qu'on peut travailler dans le cadre de l'article 73. Et si on ne veut pas aller vers l'article 74, tout ça est un peu compliqué, alors il faut examiner la proposition qui est celle des élus. Il avait fixé, ce qu'il avait dit lui-même, un certain nombre de lignes rouges. C'est-à-dire il fallait l'unanimité des élus. J'ai l'impression qu'on y est. La consultation populaire. Il faut la consultation populaire, c'est très important. Et puis sur le régalien, c'est-à-dire c'est à la main de l'État. Et je crois que chacun est conscient, notamment dans la lutte contre l'insécurité, contre le narcotrafic. C'est normal que l'État assume pleinement ses responsabilités. C'est vrai aussi dans le domaine de la justice. Mais ce qui était important, c'est qu'on retrouve le fil du dialogue. Oui. C'est qu'on renoue ce travail de concertation. Et la réunion avec le président de la République, je ne vais pas parler en son nom. S'il y a une réunion avec lui, c'est pour que la discussion ait lieu de manière très directe et en pleine confiance, mais je suis convaincu que le président de la République examinera cela de manière extrêmement ouverte. Mais vous entendez malgré tout, Manuel Valls, qu'il y a pu quand même par le passé avoir des signaux assez contradictoires entre ce qui pouvait parfois être dit à Paris et ensuite à certains moments ici sur le territoire. Ce qui est très important, c'est qu'on dise la même chose les uns et les autres. Oui. C'est vrai pour l'État, c'est vrai aussi pour les élus à Paris et à Cayenne. Mais moi, j'ai bon espoir qu'on avance. Après, vous savez, dans la situation politique que nous connaissons à Paris, l'instabilité de l'Assemblée nationale, la nécessité d'avoir des réformes constitutionnelles, sans aucun doute si on trouve un accord pour la Nouvelle-Calédonie. Je sais que le dossier corse également chemine. Comment on intègre cette réforme? Voilà. Mais moi, le plus important... En tout cas, la Guyane ne fera pas partie de cette éventuelle réforme constitutionnelle qui concernera la Corse et la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est autre chose. Mais sur la Nouvelle-Calédonie, non, parce que je ne souhaite pas, moi, qu'on mélange les sujets, les territoires. Mais il y aura des fenêtres d'opportunité. Enfin, réformer la Constitution, ça n'est pas facile. Et puis, il faut que les élus de la Guyane convainquent aussi les parlementaires. Parce qu'au Sénat et à l'Assemblée nationale, il peut y avoir un certain nombre de réticences. Mais qu'on examine. Et moi, c'est mon idée. Au fond, il y a évidemment des spécificités entre les territoires ultramarins, mais chacun a le droit de choisir sa propre voie. Et la Guyane, c'est pas une île, c'est sur un continent. La Guyane a ses propres spécificités. Il faut au fond que les réformes institutionnelles ou statutaires s'adaptent à la réalité de chaque territoire. Et la Guyane a évidemment sa propre spécificité. Oui. Donc il faut bien s'adapter. Et puis il y a eu un retard qui a été pris en Guyane pour des raisons historiques, nous le savons, au cours de ces dernières décennies. Donc comment on rattrape le retard? Comment on va plus vite? Comment on donne plus de pouvoir aux élus pour exercer ses compétences? Et de l'autre côté, il y a un besoin également de stabilité. Du cadre institutionnel, du cadre fiscal, c'est ce que demandent également les entreprises. Vu qu'on parle de calendrier et de marche à suivre, là je me mets à la place des personnes qui vous écoutent. Les prochaines élections régionales, ce sera dans 3 ans, en mars 2028. Est-ce qu'en termes de calendrier, d'après vous, ce serait possible que les Guyanaises et les Guyanais votent non pas pour le futur président de la collectivité territoriale de Guyane, mais celui de la future collectivité autonome? Ah ça, là vous êtes en train de mettre la charrue avant les bœufs, parce que avant d'envisager... Il y a beaucoup de variables à prendre en compte. Il y a beaucoup de variables. Il y a les variables nationales, il y a la volonté évidemment du président de la République. Mais si déjà on peut engager la discussion et se mettre d'accord sur un agenda et un calendrier, je reviendrai vous voir pour en parler, puisque je serai de nouveau à Cayenne à la mi-septembre pour le congrès des maires. Manuel Valls, il n'y a pas de réponse simple évidemment sur des sujets compliqués, mais j'aimerais quand même vous entendre sur l'insécurité. On est déjà 13 homicides depuis le début de l'année. C'est vrai qu'il y en a un petit peu moins que l'an dernier, mais évidemment on ne peut pas s'en satisfaire. Juste avant vous avez dû en entendre parler. Un certain Gérald Darmanin est venu sur le territoire. Certes, vous êtes dans le même gouvernement, mais vous appartenez quand même à des classes politiques, des familles politiques qui sont différentes. J'aimerais avoir votre position en tant que ministre d'État, Manuel Valls, sur l'insécurité, les trafics, l'orpaillage. Vous êtes plutôt dans une réponse sécuritaire ou aussi sociale, puisqu'on le sait quand même, c'est souvent le dénominateur commun de énormément de problèmes.
J'étais ministre de l'Intérieur. Oui. Je suis venu comme ministre de l'Intérieur en 2013 d'ailleurs ici, donc je connais les difficultés. De manière générale, je pense que la réponse, elle doit être globale. Il faut évidemment lutter contre les trafics, contre l'orpaillage illégal, contre la violence, contre les violences intrafamiliales qu'il ne faut jamais oublier. Elles sont nombreuses. Et puis de l'autre côté, évidemment qu'il faut une réponse éducative, sociale. Tout cela est profondément lié. Et puis il faut surtout se rappeler que la Guyane est devenue le département le plus violent de la République l'an dernier. Et c'est le point d'entrée des grands trafics, armes, drogues, orpaillage illégal, pêche illégale. Et c'est vrai que les chiffres font peur. 49 homicides, ça veut dire 1 par semaine. Ce sont des chiffres terrifiants. 830 vols à main armée. Et puis l'implication de factions criminelles. On parle de 400 individus brésiliennes. Donc le message que j'essaie de faire passer, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'abandon de la Guyane. On ne peut pas la laisser seule face à la violence. Donc il faut mener une guerre face aux pilleurs de ressources et semeurs de violence. C'est extrêmement difficile. Il faut cibler les zones les plus dangereuses. J'étais à Saint-Laurent-du-Maroni il y a quelques jours. J'ai visité d'ailleurs le gendarme blessé qui avait été visité. Il n'y a pas de zone de non-droit. Donc il faut être présent sur les fleuves, dans les forêts, dans les rues. Et il y a un niveau d'engagement de l'État. On parlait de l'hôtel de police il y a un instant. Dans l'ouest, il y a 300 gendarmes qui sont engagés. Il y a 2 compagnies de gendarmerie sur Saint-Laurent-du-Maroni. Et puis il faut être concret sur l'orpaillage illégal, qui est en recul dans les zones cibles. Enfin, on sait qu'ils occupent très vite le terrain. Il y a une prochaine étape, avec l'arrivée des 4 hélicoptères Caracal, avec un état-major commun armée et gendarmerie. Il y a le 100% contrôle sur l'aéroport qui a permis de diviser par 10 le trafic avec un effet dissuasif important. Et puis la coopération judiciaire. D'abord la coopération entre les forces de sécurité et la justice avec la nouvelle procureure qui est arrivée. La coopération judiciaire, évidemment, c'est pas facile, je le reconnais, avec le Brésil et le Suriname. Donc, est-ce que vous êtes conscient que tout ce que vous venez de dire, un de vos prédécesseurs, Philippe Vigier, il y a quelques années maintenant, disait exactement la même chose? Mais c'est normal qu'on dise la même chose. Et la situation ne change pas, Monsieur Valls. Oui, mais parce que je crois qu'il faut, et les Guyanais, vous-même, vous en êtes pleinement conscients, et j'essaie de faire prendre conscience à chacun, à Paris, sur le niveau de violence que les Antilles françaises et la Guyane subissent face au narcotrafic. Il faut bien se rendre compte qu'il y a une tribune de Serge Estimi, le président de la Martinique, dans le journal Le Monde, qui lance une nouvelle fois une alerte sur ce sujet-là. C'est-à-dire, il faut que chacun, l'État notamment à tous les niveaux, prenne conscience que nous sommes face à des organisations criminelles qui ont des moyens extrêmement importants. Donc face à ces moyens, il faut des moyens de l'État sur le terrain, police, gendarmerie, justice, scanner pour contrôler les porte-conteneurs, des quand moyens. Vous dites faire passer le message à Paris, c'est qu'il n'a pas conscience de la situation. Ah mais je pense que la prise de conscience est là. Le ministre de l'Intérieur sera aux Antilles dans quelques jours. J'imagine qu'il viendra très vite en Guyane. Mais c'est une mobilisation sur tous sur tous les paramètres. Mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Donc il faut plus de moyens. Il faut plus d'écoles, il faut plus de social, il faut plus d'emplois, mais nous faisons face, regardez le Mexique, regardez la Colombie, regardez le Pérou, l'Équateur, regardez le Brésil, face à ce que représente comme manne, comme argent, la drogue ou le pillage des ressources naturelles. C'est une véritable guerre que nous mènent ces mafias, donc il faut les moyens de l'État. Et le message, je sais bien que les ministres de l'Intérieur ou les ministres des Outre-mer sont venus. Ce que je constate, c'est que, vous me direz, c'est toujours long. Oui, mais voilà, les moyens, le matériel, les hommes sur le terrain sont là et continueront à être présents sur le terrain. Dernier sujet, Manuel Valls, sur le désenclavement. On a beaucoup parlé de la route du fleuve, sauf que le désenclavement, c'est un projet global. C'est la desserte aérienne, c'est davantage de routes, c'est aussi l'état des pistes. Je ne sais pas si vous en avez emprunté depuis ces derniers jours. Beaucoup. Là-dessus, Manuel Valls, est-ce que vous partagez le constat, non seulement qu'il faut déjà faire quelque chose et que développer la Guyane, ça devra passer par une stratégie globale, un plan global co-construit, pour reprendre vos termes, entre l'État et la CTG? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des propositions dans la CTG, il y a des engagements communs entre la collectivité, les communes et l'État. Mais j'évoquais il y a un instant la cité scolaire de Saint-Georges de l'Oyapock. C'est une manière aussi de désenclaver un territoire et de lui donner des moyens. Le plan Guyane connectée dans les écoles, qu'il faut systématiser, c'est aussi un autre moyen. Mais vous avez raison, il faut aller plus loin. Il y a le plan Guyane accessible avec de nouveaux services dans les zones qui sont enclavées. Je parlais de la santé il y a un instant. Il y a la route du fleuve, vous l'avez évoqué. La maîtrise d'ouvrage
relève de la collectivité, l'État sera présent pour accompagner le projet, mais il faut revoir maintenant l'ensemble de la maquette financière. Et puis il y a l'aérien. Je crois que c'est une des pistes sur laquelle il faut travailler davantage, avec une contribution de l'État au régime social pour desservir les communes de l'intérieur du territoire. Et j'ai indiqué aux élus que, notamment on se verra à Paris, on aura une réunion spécifique sur ce sujet-là avec le ministère des Transports. Oui, mais il faut une stratégie globale. J'entends bien notamment pour ce qui concerne les pistes. Donc là, il y a besoin d'un certain nombre d'investissements. Et en disant ça, vous savez, je dois une vérité à vos auditeurs. C'est que nous sommes dans un moment extrêmement difficile des finances publiques pour l'État. Moi, je me bats et j'ai l'écoute du Premier ministre pour préserver un certain nombre de budgets. Donc, il faut faire aussi des choix avec la collectivité pour que les choix que nous mettrons en œuvre soient les plus efficaces oui, mais là, on parle pas possible. de construire un tramway dans une métropole plus ou moins dévoilée de l'Hexagone. On parle quand même juste d'avoir accès à la route pour que tout un chacun la route du fleuve, puisse se déplacer comme il le souhaite sur le territoire. La route du fleuve, c'était le président de la République qui avait parlé d'une piste. Piste améliorée. Une piste améliorée, c'était, je crois, 400 millions d'euros. Le choix qui a été fait, tout à fait légitime par la collectivité territoriale, même si c'est sur plusieurs années, c'est évidemment une somme encore plus importante. Donc, il faut travailler sur ce sujet. Parce qu'encore une fois, c'est dans les actes que l'on sera crédible et dans cette capacité à désenclaver le territoire. On ne peut pas avoir un projet économique et ne pas avoir développement. De route. Voilà, et donc si on veut exploiter dans de bonnes conditions la forêt, et j'ai vu hier une belle entreprise qui travaille, l'ONF qui aussi s'engage sur le terrain, il faut pouvoir avancer plus vite. Donc ça veut dire que les financements du FEADER doivent arriver également plus rapidement. Il faut avancer, ça veut dire qu'il faut des pistes et des pistes de bonne qualité, je le sais bien. Je vous parlais de stratégie, de plan global, parce que, comment dire, tout comme il y a eu en France dans les années 60 un plan directeur d'aménagement du réseau routier qui prévoyait à l'époque, je crois, quelque chose comme 15 000 kilomètres, justement pour mailler tout le territoire. Oui, d'accord, ça coûte cher, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas imaginer la même chose pour la Guyane finalement, avec un vrai projet de développement, pas sur 2 ans, mais sur 10, 20, 30 ans, de dire voilà, en 2050 par exemple, on aura la capacité de, je sais pas, faire Makouria-Cayenne en 20 minutes le matin et pas en 2 heures comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'il y a des bouchons qui sont considérables et que le maillage routier est totalement insuffisant actuellement. Alors il y a 40 ans, c'était une journée. Ouais. Mais c'était le sens déjà du plan Guyane 2017. C'est pour ça que j'ai à cœur que les mesures qui avaient été adoptées il y a maintenant près de 10 ans soient mises en œuvre. On en a cité quelques-unes, l'hôtel de police, le CHU, pour ne prendre que ces exemples. Oui, mais moi je suis absolument partisan de cette manière de travailler. C'est-à-dire qu'avec la collectivité, c'est le sens de la réunion que nous aurons à Paris, il faut se fixer, elle a des projets, ils sont dans des documents qui nous auront été transmis, on puisse se donner, au fond, comme on faisait avant avec les contrats de plan, un véritable plan d'avenir, c'est ce que je propose à l'ensemble des territoires, qui soit à la fois ambitieux et réaliste par rapport aux ressources des collectivités et de l'État. Mais en donnant plus de moyens pour agir aux collectivités, en leur donnant la capacité de trouver des ressources, eh bien à ce moment-là, on pourra aussi nourrir ce plan et le rendre crédible dans les années qui viennent par rapport aux attentes des Guyanais. Dernière petite précision, un Crous autonome en Guyane, vous y êtes favorable ? Oui, moi je suis favorable, nous en avons parlé avec le recteur. Là aussi, il faut qu'il y ait des moyens adossés à cette stratégie universitaire que nous avons évoquée. Manuel Valls, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, merci à très bientôt et on vous réinvitera évidemment et pour faire le point sur le bilan de votre action. Qui permettent d'avancer. Je vous remercie infiniment. À très bientôt, bonne journée.